Marocaine adressée aux membres des non-alignés sur la prétendue autodétermination du peuple kabyle. C'est ce qui a été dit dans cette note adressée par le diplomate marocain à l'ONU. Est-ce que le Maroc ne risque pas d'ouvrir la boîte de Pandore, de la rouvrir en tout cas, avec un Rif qui n'est pas apaisé, hein. On le sait, il est encore en ébullition après les manifestations de 2016. Le Maroc a intérêt à bien réfléchir avant de... Vous pensez que c'était une erreur? Est-ce que ça pouvait être une erreur? Non seulement c'est une erreur, mais c'est peut-être même une forme de suicide du Marzen. Parce que sans prendre... essayer d'orienter l'opinion publique marocaine sur un prétendu problème de la Kabylie, utiliser un mercenaire de bas étage, Mhenni, pour ne pas dire, qui je le rappelle, comme le disait le fils de Mira, qui est sénateur, et qui disait que Mhenni a la nationalité israélienne, ce que beaucoup de gens ne savent pas, qui s'est allié avec le diable pour une prétendue autonomie. Le peuple kabyle a réagi. Ils ont réagi. Les Kabyles ne pensent jamais en termes de scission avec le pays qui est le leur. Ils ont sacrifié des milliers de chouhada sous le drapeau algérien de 54 à 62. Et ils continuent aujourd'hui à dire que nous sommes Algériens d'abord et Kabyles ensuite. Et c'est, je crois, écoutez, il est normal que chacun pense à son village. Mais au-dessus du village, il y a ce qui nous unit tous. Et ce qui fait la richesse de notre pays, c'est précisément cette diversité ethnique, linguistique, etc., qui fait qu'on a un peuple très riche de sa culture et en même temps très solidaire. Oui. Mais pour le Maroc, le cas est différent. Dans l'affaire du Rif, en 1912, les Marocains ont considéré le traité de Fès de protectorat comme étant une haute trahison du sultan Moulahfid. Et la preuve en est qu'en 1915, Abdelkrim Khattabi a immédiatement pris les armes et déclaré la République du Rif. Et il a fallu, à ce moment-là, que le régime français de l'époque, protectorat français, envoie d'abord le futur maréchal Lyautey, qui ensuite a été relevé, tenez-vous bien, par quelqu'un qui s'appelle maréchal Philippe Pétain, qui est devenu par la suite le héros de Verdun. Donc vous voyez que cette histoire du Rif, si nous avions voulu, lorsqu'il y a eu des tentatives de coup d'État au Maroc, il y a des nationalistes marocains qui ont contacté ces Boumediene, rahimahullah, qui lui ont dit « Aidez-nous, nous allons agir, faites intervenir votre armée ». Boumediene leur a dit « Non, moi je respecte l'intégrité des pays. Si vous êtes en mesure, si vous n'êtes pas content de votre roi, si vous êtes en mesure de prendre le pouvoir, faites-le. Nous n'avons pas demandé, nous, à d'autres pour se battre à notre place. La non-ingérence, hein, mais nous aurions pu, à l'époque, à plusieurs reprises, nous aurions pu nous débarrasser du Marzen. Nous ne l'avons pas fait parce que nous avons des principes. Oui. Et actuellement, comme le Maroc, le Marzen est totalement perdu dans son aventure sahraoui, il essaye de trouver une diversion. Il n'y a aucune relation entre le Rif et la Kabylie, sauf peut-être sur le plan linguistique, puisque les Rifins s'appellent, eux ne s'appellent pas Bagharba ou Biachlouh, non, ils s'appellent Amazir. Donc ils essayent de faire une comparaison qui n'a pas lieu d'être. Et la réponse, je crois, de la Kabylie a été très claire. On va revenir aussi sur ce que vous évoquiez tout à l'heure lorsque le Maroc a offert le 12 août dernier une tribune au ministre israélien, ministre des Affaires étrangères, pour attaquer, critiquer ouvertement et menacer d'ailleurs l'Algérie. Le ministère des Affaires étrangères, notre ministère, a réagi de manière assez inhabituelle en nommant directement M. Nasser Bourita, qui est le ministre des Affaires étrangères marocain, et en disant qu'il était le véritable instigateur de cette sortie intempestive dirigée contre l'Algérie, ses valeurs et ses positions de principe. Alors l'actuel ministre des Affaires étrangères, j'aimerais qu'on s'intéresse au profil de Nasser Bourita, qui a sans doute été plus actif dans les attaques ou dans les agressions multiformes contre l'Algérie, plus que ses prédécesseurs en tout cas. Vous savez,
la Vox Populi, les Marocains d'abord chez nous aussi, ils ont transformé le nom de Bourreta en Baroueta. Et c'était très fin parce que vous savez ce que c'est qu'une bourrette, c'est la tête en bas et quelqu'un d'autre qui lui tient les pieds. Bourreta est de la même engeance que Omar Hillel. C'est des gens qui sont génétiquement, viscéralement jaloux, ennemis de l'Algérie. Mais par contre, ce même ministre marocain des Affaires étrangères fait un plaventrisme incroyable face à son homologue israélien. Il est là à soutenir l'Israélien. Pendant les discussions que le ministre des Affaires étrangères israélien a eues avec son homologue marocain pendant sa visite officielle, ils ont soulevé le cas de l'Algérie. Ils ont parlé de l'Algérie, non pas en termes de pays qui se développent, mais en termes de pays qui a des difficultés sur le plan économique, sur le plan politique, etc. etc. Ouais. Ils ont essayé par tous les moyens de chercher comment utiliser ce qu'ils pensaient avoir dans les mains pour détruire cette Algérie. Comme je vous l'ai dit, c'est l'un des principes de base de la guerre de quatrième génération. Chercher par n'importe quel moyen. Je disais, il y a quelque temps déjà, d'un ancien ambassadeur des États-Unis, je lui ai dit, monsieur l'ambassadeur, vous savez, le Maroc nous fait la guerre. Il ne la fait pas avec des chars ou des avions. Il l'a fait de manière beaucoup plus insidieuse, par la drogue, Chira, la cocaïne, etc., pour détruire la jeunesse algérienne. C'était l'un des moyens que le Maroc utilise pour nous détruire. Sans parler des moyens cybernétiques, maintenant, mais il oublie simplement une chose, c'est que notre armée nationale populaire est arrivée à un développement technique qui nous permet de contrer toutes ces opérations qu'ils font à partir de l'opération Pegasus. Oui. Est-ce que vous savez, par exemple, que quotidiennement, je dis bien quotidiennement, les experts de l'armée nationale populaire bloquent quelques 300 attaques cybernétiques. Ils sont organisés justement pour parer, pour contrer cette attaque. Oui, cette agression. Et permanente. Pour répondre, peut-être que j'ai un peu dévié, mais je crois que l'Amamara, qui est un homme qui est pétri de qualité sur le plan international, c'est un homme c'est un vétéran de la diplomatie, c'est un homme qui a beaucoup de finesse, beaucoup d'expérience, etc., et qui sait de quoi il parle. Lorsqu'il vous dit que c'était j'arrive difficilement à dire Bourreta, qui influençait Lapide, ce n'est pas une figure de style, c'est une réalité, même s'il ne domine pas son homologue, oui. il lui demande d'agir dans tel ou tel sens. Mais c'est ce même ministre des Affaires étrangères marocain qui est derrière plusieurs crises internationales que connaît de politique internationale que connaît le Maroc actuellement, notamment avec l'Espagne, avec ce coup de force migratoire qu'avait organisé M. Nasser Bourreta, et puis avec l'Allemagne qui ne veut pas du tout transiger sur ses principes à propos du Sahara occidental notamment. Donc il y a aujourd'hui un isolement, est-ce qu'on peut parler de ça, un isolement diplomatique marocain à cause d'une stratégie finalement mal étudiée, mal organisée? Il y a un isolement sur le plan diplomatique de plus en plus marqué. Je crois que la diplomatie de nos frères sahraouis, de la RAST, est très efficace. Les gens qui arrivent, ils sont des gens qui font un travail considérable auprès de certains pays en Afrique, en Amérique latine, en Asie, etc. Et qui plus est, le Maroc actuellement n'arrive pas à se sortir d'une situation économique et sociale catastrophique. Il y a sur le plan des médias occidentaux, on présente toujours le Maroc comme un pays magnifique, destination touristique, etc. Oui. Mais la réalité est tout autre. Est-ce que vous savez, par exemple, que le Maroc, actuellement, est en rupture de paiement? Le FMI ne prête plus, parce qu'ils sont incapables de rembourser, si je ne me trompe pas, je crois qu'on a cité le chiffre de 150 milliards de dollars de dette. C'est énorme. Alors, on en arrive dans cet affolement
on en arrive jusqu'à attaquer ses propres amis. Oui. L'Espagne, d'abord, qui a toujours respecté, même si elle a une responsabilité dans l'affaire du Sahara, mais néanmoins, elle respecte la solution sahraoui en passant par la résolution des Nations Unies. Et on lance de jeunes gens, de jeunes gamins. On essaye de faire une espèce de chantage à l'immigration. Ce qui s'est retourné contre le Maroc. Et par voie de conséquence, on arrive à braquer l'Europe, qui a toujours eu un regard paternel envers le Maroc. Tout à fait. Avec la résolution du Parlement européen. L'Allemagne qui devait verser plus de 4 milliards d'euros d'aide au Maroc. Et le Marzen attaque l'Allemagne, parce que l'Allemagne dit qu'elle reste sur le respect de la décision des Nations Unies, c'est-à-dire le référendum. Et que le Sahara est toujours un État qualifié comme un État un territoire non autonome. Mais si on devait situer les responsabilités par rapport à ces puissances occidentales, en excluant peut-être Paris qui se positionne clairement en faveur de Rabat, en faveur des intérêts de Rabat en tout cas, si on devait situer les responsabilités aujourd'hui de ce que provoque le Maroc comme crise diplomatique, à la fois avec son voisin, qui est l'Algérie, et les puissances occidentales, est-ce qu'on peut désigner aussi ces puissances occidentales qui ont fait montre de passivité, voire de complicité par rapport aux agissements de Rabat? Passivité, quelquefois même complicité, mais il y a beaucoup, par exemple, de pays européens qui ont des intérêts, des sociétés. Est-ce que ça peut changer aujourd'hui avec l'agressivité du Maroc? Ça peut évoluer, bien sûr. Il n'y a pas de situation qui reste figée. Rappelez-vous que pendant notre lutte de libération, nous savions très bien, par exemple, le génie de ceux qui ont déclenché la guerre de libération nationale et qui ont dirigé le FLN et l'ALN depuis le début. Leur génie, c'était de dire nous ne battrons jamais la France militairement. Il ne peut pas y avoir un deuxième Dien Bien Phu, compte tenu des réalités du terrain, la puissance militaire de la France, et surtout, membre de l'OTAN et ses alliances européennes. Donc, il fallait mettre cette pression sur la France par la lutte armée, l'ALN. Il fallait que le peuple algérien montre sa force pour que la France soit obligée de s'asseoir à la table de négociation. C'était ça. Et c'est là qu'on a créé les premiers éléments de notre diplomatie pendant la guerre de libération. Il est regrettable, par exemple, qu'on ne parle pas de gens dont on a oublié peut-être le travail extraordinaire, quelqu'un comme Abdelkader Al-Chenarli, qui a été à l'origine de la prise de position de Kennedy, du sénateur Kennedy, en faveur de l'Algérie. Mais dans ces pays qui étaient alliés de la France, nous savions à l'époque que les gouvernements de ces pays ne pouvaient pas nous soutenir. Mais qu'est-ce qu'on a fait? La Grande-Bretagne, le gouvernement britannique, ne pouvait pas aller contre la France, d'autant plus qu'ils avaient eux-mêmes leur colonie. Oui. Il n'empêche que j'ai été désigné en 1955 comme représentant du FLN pour travailler l'opinion publique britannique. Nous avions des bureaux dans les pays amis de la France. En Allemagne, qui étaient tolérés, donc. En Allemagne, en Italie, en Espagne, aux États-Unis, etc. D'ailleurs, Tayyip al-Harraf, a failli être assassiné à Rome. Oui. Donc il y avait ce sentiment que les peuples en Europe, avaient de la sympathie pour notre lutte. Les gouvernements étaient coincés par leurs alliances. Leurs alliances au sein de l'OTAN, etc. Donc il y a eu une évolution, il y a eu petit à petit, il y a eu des pressions qui ont été faites sur la France, sans qu'elles soient publiques, par ses propres alliés, à commencer par les États-Unis, et qu'il faut que finalement De Gaulle, lorsque De Gaulle a cédé, ce n'est pas par respect du droit du peuple algérien, non. C'est parce qu'il voyait que son pays allait vers la catastrophe, que la France était de plus en plus isolée sur le plan diplomatique, qu'il y avait la question algérienne aux Nations Unies, qu'un homme comme Tito, par exemple, avait pris officiellement pays européen pour le FLN, que les pays scandinaves, par exemple, nous aidaient. Tout ça, vous savez, ça a créé une espèce de pression sur la France qui l'a obligée,
finalement à s'asseoir à la table des rebelles, des félagas. Donc vous pensez qu'un scénario analogue pourrait se produire avec le Maroc? Il y a d'ores et déjà la résolution du Parlement européen. Voilà. Il y a la rupture aujourd'hui diplomatique, suite à ces agressions répétées du Maroc, entre Alger et Rabat. Il y a, je ne sais pas si vous l'avez croisé, cette information sur un institut allemand d'études stratégiques qui a parlé de freiner carrément l'hégémonie, une forme d'hégémonie marocaine qui gêne beaucoup et qui menace en tout cas la prospérité et la stabilité dans le Maghreb. Il y a aujourd'hui des réactions contre les agissements du Maroc et c'est ce que vous disiez, les choses ne sont jamais tout à fait statiques et elles évoluent au gré du temps. Alors, pour les retombées de la crise actuelle entre Alger et Rabat, la rupture, il faut le rappeler, c'est plus qu'une crise, c'est la rupture des relations diplomatiques, le projet mort-né de l'Union maghrébine arabe, qui était déjà de l'ordre de la chimère et désormais peut-être définitivement exclu, selon certains observateurs qui disent que de toute façon, Alger et Rabat ont tellement des positions et des orientations diplomatiques irréconciliables, c'est ce que je disais tout à l'heure, qu'il ne pourrait plus y avoir cette intégration maghrébine, on ne peut plus l'imaginer. Je dis que dans l'histoire de l'humanité, il n'y a jamais eu de position absolument intangible. Les principes peuvent être intangibles, mais la vie des États on peut assister à des bouleversements. Par exemple, qui dirigeait au Moyen-Orient à l'époque? L'Irak, la Syrie, l'Égypte. Qui dirigeait sinon des rois? Et il y a eu la révolution en Irak, il y a eu la révolution en Égypte, etc. Il y a eu des bouleversements. Qui aurait pensé qu'un jour, des membres de la Ligue arabe, cette ligue qui a été créée pour défendre la Palestine, qui aurait pensé que des membres de la Ligue arabe auraient un jour normalisé leurs relations avec Israël. Donc, il y a toujours des changements possibles. Maintenant, pour le Maroc... Mais les principaux axes diplomatiques restent constants, M. Djoudi? Non. La rupture des relations diplomatiques... Soixantaine d'années. Je pense que c'est un coup de semonce pour dire aux Marocains, réfléchissez. Vous êtes en train de vous lancer dans une aventure dans laquelle vous risquez de laisser des plumes. Et personnellement, j'aurais peut-être un message à envoyer au roi du Maroc. Je reviens à ma formation d'abord d'angliciste, puisque j'ai fait d'abord des études d'anglais. Le grand poète anglais, John Donne, qui avait dit une phrase qui a été reprise par Hemingway, qui a fait l'objet d'un film, etc. Il disait, je le cite en anglais puis en français, « Never ask for whom the bell tolls, it tolls for thee. » Ne demande jamais pour qui sonne le glas, il sonne pour toi. Alors attention, que le roi fasse très attention, parce que le glas ne sonnera pas pour l'Algérie. L'Algérie est forte de sa fierté, de son unité, de son armée, de tout ce qu'elle a vécu dans son passé de résistance. Et ce n'est pas le petit roi de Rabat qui va abattre l'Algérie. Jamais. J'irai même plus loin. Prenez le cas des États-Unis. Le Maroc est un maillon important dans le système de l'OTAN, etc. Mais voyez l'évolution des républicains aussi bien que des démocrates qui tous les jours maintenant demandent à Joe Biden, il faut absolument effacer cette décision de Trump, qui n'est qu'une décision personnelle, qui n'engage pas les États-Unis. Vous voyez, le Maroc s'accroche à cette histoire de marocanité du Sahara qui a été déclarée par Trump pour l'obliger à établir des relations avec Israël. Oui. Mais actuellement, aux États-Unis, il y a une évolution. Dans les milieux juifs, lorsque vous prenez un homme comme le professeur, qui est un éminent professeur à l'université de Boston, pardonnez-moi, c'est un monsieur qui est l'ennemi juré d'Israël, pour plusieurs raisons. Je l'ai connu, j'ai discuté avec lui. Noam Chomsky, peut-être. Vous parlez de Noam Chomsky. Hein? Vous parlez de Noam Chomsky. Noam Chomsky. Noam Chomsky, que j'ai rencontré au début, j'ai essayé de l'éviter, mais c'est lui qui m'a conseillé, il m'a dit, vous m'évitez parce que je suis juif. Je lui ai dit non.
Je lui ai dit, nous avons des Juifs qui sont morts pour l'indépendance d'Algérie. Mais je suis contre Israël. Il m'a dit, je suis l'ennemi d'Israël. Pourquoi? Les sionistes. Il m'a expliqué qu'il était l'ennemi d'Israël pour deux raisons. Une raison religieuse. Parce qu'il disait, si Dieu a donné le monde au peuple juif, ce n'est pas pour l'enfermer dans des frontières au Moyen-Orient. Et des raisons éminemment politiques en disant un peuple qui a tellement souffert du nazisme et qui se permet aujourd'hui de faire souffrir un autre peuple palestinien, c'est inadmissible. Oui. Et je voudrais que chaque fois qu'un citoyen américain est touché, l'administration américaine réagit immédiatement. Il y a un cas où l'administration américaine n'a pas réagi. C'est lorsque Chomsky, le professeur Chomsky, a atterri à Tel Aviv pour aller voir également les Palestiniens, citoyens américains. Il a été refoulé par Israël. Oui. Il n'y a pas eu de réaction de l'administration. Oui. Mais il y a, au niveau du peuple américain, il y a maintenant une prise de conscience. Ils sont en train de réagir. De plus en plus de sympathisants avec la cause palestinienne. Et je dis qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grave. C'est que l'arrogance actuellement des sionistes est telle qu'ils sont en train de provoquer une résurgence de l'antisémitisme. Il y a de plus en plus de gens en Europe, aux États-Unis, etc., qui commencent à dire, non pas on en a marre des sionistes, qui disent on en a marre des juifs. Oui. Et moi, en tant que musulman, je fais la différence entre le juif et le sioniste. On va revenir à quelque chose de plus immédiat, et oui. C'est un peu des questionnements autour des retombées économiques aussi qui apparaîtront en tout cas après donc cette rupture diplomatique entre Alger et Rabat. Et tout le monde se pose la question sur la reconduction ou non par Alger du contrat sur le gazoduc donc Maghreb-Europe. Le Maroc a affiché sa volonté de reconduire ce contrat. Alger, du côté d'Alger, il n'y a toujours pas de réaction. En tout cas, c'est dans le camp du patron de la Sonatrach, du PDG de la Sonatrach. C'est lui qui donnera la décision finale. Quel est votre sentiment là-dessus? Non, il y a eu une réaction. Vous savez, le Maroc, dans cette aventure dans laquelle il s'est lancé, ils sont tout d'un coup rendus compte qu'ils allaient recevoir une perte sérieuse sur le plan économique. Le transfert du gaz algérien vers l'Espagne et le Portugal en passant par le Maroc rapporte au Maroc plus de 20 milliards, je crois. En tout cas, pour l'année 2020, il y a eu 50 millions de dollars. 50 millions de dollars pour une année. 50 millions de dollars. Plus. Pour les droits de transit. Plus les droits de transit, plus le fait que le Maroc bénéficie d'une partie du gaz algérien pour ses industries et surtout pour son tourisme. Bon. Alors, ils ont essayé de prendre les devants pour faire dire à la dame qui s'occupe de cela, ah non, nous ne reviendrons pas sur le contrat, etc. Mais la réponse de la Mamra a été claire. Et c'est une réponse extrêmement claire et habile en même temps, en disant l'affaire du gaz, c'est d'abord du ressort de la Sonatrach et de ses partenaires de prendre leurs responsabilités. L'Algérie, qui est toujours fidèle à sa démarche, elle ne va pas imposer aux partenaires espagnols la fermeture du gaz. Mais elle va dire, la Sonatrach, qui est le principal, va dire aux Espagnols, maintenant, nous avons assuré non seulement ce que vous fournissez par ce gazoduc, mais plus que cela, maintenant, nous avons assuré du gaz pour des années à venir par le deuxième gazoduc. Oui, Medgaz. Donc, la Sonatrach demain... Qui a bénéficié d'une extension d'ailleurs et qui aura de nouvelles capacités de transport du gaz. Donc la Sonatrach doit prendre ses responsabilités. Ce gazoduc ne pose pas du tout de problème pour Alger. Non, pour nous, ça ne pose pas de problème. La fermeture en tout cas. Par contre, pour le Maroc, ce sera une perte sèche. Une perte sèche. On va terminer avec une question qui interpelle peut-être l'opinion sur le calendrier géostratégique de l'Algérie, qui n'est pas celui du Maroc, même si le Maroc veut s'inscrire dans plusieurs démarches de réconciliation, de processus d'aide en tout cas à la paix et à la réconciliation dans le Sahel.
Et on le sait, le Maroc ne partage pas beaucoup de frontières avec les pays sahéliens, mais veut s'inscrire dans cette démarche. Est-ce qu'il peut y avoir des retombées là-dessus sur le plan géostratégique, sur le plan régional du moins? Non, comme je vous le disais, moi je parle en tant que citoyen et j'assume pleinement ce que je dis. Je ne suis ni le porte-parole du gouvernement algérien, ni le porte-parole d'une quelconque instance politique algérienne. C'est ma personne qui parle. Oui. Et j'assume cela. Je disais, il y a quelque temps, pour une conférence, je dis, écoutez, lorsque vous étudiez sérieusement l'affaire de... D'abord, l'idée maghrébine, c'est d'abord une initiative de l'Algérie. Bien avant la Révolution, la rencontre de Tanger, où nous avions, à l'époque, les trois partis principaux, algériens, marocains et tunisiens, s'étaient unis pour dire on lutte ensemble, etc. Donc l'Algérie est très attachée à l'idée du Maghreb, ce qui n'est pas tout à fait le cas du Maroc. On le voit à la manière dont il a bloqué l'UMA par différentes... Deuxièmement, j'ai appris par certaines sources, notamment par certains chefs d'État africains, que les amis du Maroc, notamment les Israéliens, ont dit à Mohamed VI, ton père a fait une erreur grave en se retirant de l'OUA. Lorsque vous vous êtes retiré de l'OUA, vous avez laissé le champ libre à l'Algérie et au Polisario. Et ils l'ont conseillé au Maroc de reprendre pied en Afrique. Ce qu'il a fait en 2017. Ce qu'il a fait, et moi j'ai eu, à l'occasion du 50e anniversaire de la conférence de la fondation de l'OUA, j'avais été invité au titre d'ancien secrétaire général adjoint, et là j'ai rencontré deux chefs d'État que je connais très bien, parce qu'il y a quantité de chefs d'État africains que je connais personnellement, Obasanjo, pour ne pas le citer, du Nigeria, et l'ex-président sud-africain, qui m'ont tenu le même langage, et l'ancien secrétaire général de l'OUA, Edem Kodjo. Ils m'ont tous tenu le même langage. Ils m'ont dit que le Maroc n'a ni l'intelligence ni la capacité de faire ce qu'il fait en Afrique. Il applique un plan qui a été conçu par Israël, qui a été soutenu par la France, qui a été financé par des puissances Moyen-Orient, et qui fait qu'on lui dit il faut absolument pénétrer en Afrique parce que l'Algérie semble se détacher de l'Afrique. Il faut prendre place à la place de l'Algérie. Et par des moyens qui ne sont pas toujours des moyens très orthodoxes, notamment la corruption. Et lorsque je dis la corruption, je vous cite un exemple. Rapidement, M. Djoudi, parce qu'on Oui, rapidement. Lituanie, dans le temps, il s'appelait Swaziland. Lituanie a officiellement, le chef de l'État a officiellement dénoncé le Maroc comme État colonialiste et corrupteur, et qui a voulu corrompre le ministre des Affaires étrangères de son pays pendant une visite à Rabat. À la suite de quoi, Lituanie a limogé son ministre des Affaires étrangères, nommé une dame comme nouveau ministre, qui a réaffirmé son soutien aux décisions relatives au Sahara occidental, c'est-à-dire son droit à l'autodétermination. Alors vous voyez, actuellement, ça me faisait mal au cœur en tant que quelqu'un qui a passé pratiquement toute ma carrière en Afrique. J'étais malade du fait que pendant un certain nombre d'années, nous avons un peu délaissé l'Afrique. Oui. Ce qui me rassure, c'est que maintenant, il y a la volonté de réinvestir non seulement le champ africain. Le président Tebboune a été très clair au sommet des chefs d'État à Addis Abeba sur l'option Afrique, oui, mais il a fait appel à quelqu'un qui est un vétéran, qui connaît très bien l'Afrique et qui maintenant est en train de foncer pour redonner. Monsieur Afrique, hein, on l'appelle comme ça. Pour redonner à l'Algérie la place qu'elle avait comme pilote en Afrique. Monsieur Nourdine Djoudi, je rappelle que vous êtes ancien diplomate. Merci beaucoup pour tous ces éclairages que vous nous avez apportés ce soir. Je vous en prie, tout ce qui peut servir à mon pays, je suis
je suis disponible. Merci beaucoup. Parce que retraite ne signifie pas indifférence. Merci encore une fois. Merci à vous de nous avoir suivis dans ce premier rendez-vous de Vision qui fait sa rentrée, je vous le disais en début d'émission. Merci encore une fois et excellente suite des programmes sur notre chaîne. Bonsoir.